Bonjour à tous, nous sommes le lundi 26 janvier, on va commencer le journal du jour en parlant de Kylian Mbappé. Vous le savez, j'en suis régulièrement le premier avocat, le grand défenseur, mais alors pour le coup, j'ai du mal à trouver la justification du geste de l'attaquant français qui, par ailleurs, a signé un match qui mérite une nouvelle fois d'être souligné, comme quoi Mbappé c'est toujours une terre de paradoxe quand on veut commenter son actualité sportive. On ira du côté de la Ligue 1, là il y a un peu moins de paradoxe parce qu'on a eu des résultats très tranchés, un Olympique Lyonnais qui a été absolument formidable avec Hendrick qui marche sur l'eau, un LOSC extrêmement décevant face à Strasbourg qui définitivement commence à s'enfoncer dans une période de crise et un OGC Nice qui sort de la crise grâce au bon cœur des Nantais. Et oui, on est comme ça à Nantes, on aime bien relancer les équipes parce que nous, on sait qu'on est foutus, donc quitte à faire, eh bien on permet aux autres de faire un carton. Et enfin, on ira du côté de la Première Ligue où Arsenal a fait du Arsenal. J'ai pas d'autre manière de présenter les choses. Donc installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Mbappé est-il malveillant ou complètement idiot? Je suis désolé, c'est soit l'un soit l'autre. Je voulais pas présenter les choses de façon binaire, mais en mettant une Panenka face à Villarreal et en la dédiant à Brahim Diaz, il a rappelé l'humiliation du Marocain, l'harcèlement qu'il a subi, il a remué le couteau dans la plaie, le tout en réussissant le geste que son pote a raté. Non, franchement, quand t'as des amis comme ça, je dirais tout simplement que t'as pas besoin d'ennemis. Parce que partons du principe que Kylian Mbappé n'était pas malveillant, qui s'est dit vas-y, je vais faire un clin d'œil à mon pote, ça va peut-être lui remonter le moral. C'est complètement idiot, parce que tu sais que ça va jeter de l'huile sur le feu, tu sais que ça va relancer le sujet, et d'ailleurs la réalisation de la Liga ne s'y est pas trompée. Immédiatement après, tu as eu un plan sur Brahim Diaz. Évidemment, tu savais que ça allait remettre sur l'actualité l'échec du Marocain, un échec qui déjà doit l'empêcher de dormir et qui a conduit, je le redis, à un harcèlement, une humiliation massive pour Brahim Diaz. Et c'est incroyable de voir Kylian Mbappé faire ça, parce que franchement, tu sais pas ce qui se passe dans son cerveau. Moi, j'aime pas faire des procès d'intention, donc je vais vraiment partir du principe qu'il n'était pas malveillant et qu'il pensait bien faire. Mais c'est une dinguerie d'être à ce point déconnecté. Vous savez ce que c'est le pire? C'est qu'à côté de ça, Kylian Mbappé, il fait un gros match. C'est vraiment l'antagoniste favori, quoi. C'est vraiment le méchant par excellence. Parce que moi, je le redis, on peut dire ce qu'on veut sur Kylian Mbappé, hein. Mais t'as un Real Madrid avec et sans Kylian Mbappé. On peut dire, ouais, il y a du déséquilibre du côté du Real, etc. Bon, la réalité, c'est que quand Kylian Mbappé était absent, le Real Madrid, il allait pas mieux, bien au contraire. Là, Kylian Mbappé, il marque à nouveau 2 buts et ça fait 28 matchs et 34 buts. C'est absolument monstrueux. Donc voilà, à jamais l'avocat de Kylian Mbappé, un joueur générationnel que je ne cesserai de défendre. Mais alors là-dessus, encore une fois, malveillant ou idiot, je ne sais pas, mais à côté de la plaque, c'est sûr et certain. Hendrick est la meilleure recrue du mercato hivernal, j'ai même envie de dire que c'est la meilleure recrue tout court de cette année, tant il illumine l'Olympique Lyonnais, un triplé face à Metz, ça fait en 3 matchs 4 buts, excusez-moi du peu, et même quand il marque pas, il est incroyablement utile à ses coéquipiers. En tout cas, on peut se demander jusqu'où va monter l'Olympique Lyonnais, parce que avec cette nouvelle victoire, avec ce nouveau carton, eh bien mine de rien, l'OL commence à regarder tout en haut du classement. Ça a donc fait 2-5 à Metz, voici les compositions. Hendrick, je l'ai dit évidemment, homme du match, 2 buts dans le jeu, 1 sur penalty, mais surtout l'incarnation du danger avec ses 6 tirs, des courses progressives pénétrantes, des dribbles qui ont fait mouche, il porte l'attaque et libère ses coéquipiers. Mera était bon dans ce contexte relativement libre, Morton aussi en mettra à jouer, et en une mi-temps, t'as collé 4 buts, donc évidemment derrière c'était relativement plié, et t'avais une petite phase de décompression, mais cet OL a la qualité de finition maintenant, en plus de sa qualité technique. Et en face, ça a été assez un match particulier parce que tu as eu quelques temps forts pour Metz, mine de rien, il faut pas complètement les éluder. Tu as réussi à faire souffrir la défense lyonnaise, mais en face c'était tellement fort devant que t'avais rien à faire. Les statistiques de la rencontre, c'est assez paradoxal parce que le match est pas si déséquilibré. Metz a eu même plus de tirs et de possession, mais bon, gardez en tête que quand t'as 4-1 à la mi-temps, tu relâches un peu, et encore une fois, le signe du réalisme de l'Olympique Lyonnais. Et sur le classement, eh bien Lyon conforte sa 4e place et prend une belle avance sur le LOSC. Marseille n'est plus qu'à 2 points devant. À la place des Marseillais, je me méfierais un petit peu tout de même.
Giroud sifflé par le public lillois, 5e défaite consécutive, une place de Ligue 1 qui ne cesse de descendre et en plus de ça une humiliation, une véritable fessée à domicile. Ça a été un match très compliqué du côté du LOSC, ça semble être une descente aux enfers. Alors comment ça se fait? Déjà le score, 1-4, ça fait vraiment mal au Decathlon Arena et en fait sur la composition, pas de Egaman, pas de Bentaleb, pas de André, pas de Gomez, tous blessés, Haraldsson suspendu, ça commence à faire beaucoup d'absents et Papy Giroud, il a beau enchaîner les matchs, Papy Giroud, il a pas un physique qui fait qu'il peut enchaîner les matchs, donc tu te rends compte que ça donne lieu à certaines contre-performances. Tactiquement, tu as essayé de lui apporter un petit peu de soutien avec le positionnement d'Ethan Mbappé, mais Giroud s'est quand même retrouvé relativement privé de combinaison avec ses coéquipiers. Si tu ajoutes à ça le fait que le gardien lillois ait des trous dans ses mains, si tu ajoutes à ça le fait que Mbemba c'est compliqué, et ben forcément tu te prends une fessée parce qu'en face Strasbourg c'est une équipe qui est forte en ce moment et qui a de bons attaquants. Panicelli il colle son 11e but en Ligue 1, Enciso il confirme sa très grande forme, Doué il s'impose de plus en plus sur son côté. Donc en fait, le LOSC méritait de se faire cartonner, c'est une période compliquée, mais les absents plus la grosse adversité, ça donne un match où c'est un score plutôt logique. Alors, vous voyez les statistiques, ça a beaucoup tiré des deux côtés, pas la même efficacité d'attaquants et de gardiens, ça fait une grande différence, mais dommage pour le LOSC en dehors de ça, parce qu'ils sont pas énormément à la ramasse, mais c'est une défaite qui est quand même giga méritée. Le classement, Strasbourg remonte, l'arrivée de O'Neill était imprévue mais elle fait du bien et le LOSC voit Strasbourg prendre la distance et désormais si j'étais lillois je regarderais un peu plus dans le rétroviseur que devant moi parce que le danger il commence à devenir réel. Choc de dépressif entre les Nantais et les Niçois, mais comme je l'ai tweeté, nous, les Nantais, on est habitués à cette médiocrité. Évidemment, on allait davantage s'enfoncer dans les ténèbres et permettre aux Niçois de se relancer. On va pas se mentir, l'OGC Nice a sur le papier un effectif bien supérieur au FC Nantes, mais alors ce match, il a été extrêmement douloureux pour les Nantais, je peux en témoigner. À domicile, tu te prends donc un carton, ça fait 1-4 et le FC Nantes a réussi à relancer chaud et close, c'est fort de notre part. Tati annoncé comme un crack a complètement sombré et dans la catégorie ce sont des Nantais qui ont du talent mais il a fait un match de merde, je demande évidemment Mathis Ablin. Et du côté du FC Nantes, l'ambiance ça commence à devenir apocalyptique, les ultras nantais, la Brigade Loire est partie en cours de match et c'est un signal fort parce que si vous connaissez pas le contexte nantais, je me permets un petit rappel, Nantes c'est très compliqué depuis des années évidemment, mais il y a une chose dont peut se targuer Nantes, c'est d'avoir une bonne ambiance et d'avoir un soutien indéfectible de ses supporters. Sauf que le soutien indéfectible, il commence à faillir justement, il y a une véritable scission qui est en train de se faire et les ultras en ont marre. Il y a évidemment l'appel au départ de la famille Kita plus que jamais, mais là on atteint un point de non-retour, je vais pas aller plus en longueur sur le match, les Niçois avaient un agneau sacrificiel qui leur a été offert, on peut dire ça comme ça. Le classement général, le FC Nantes se retrouve désormais à 6 points du premier non-barragiste, ça sent la Ligue 2, et Nice de son côté se relance, le danger est encore là, mais vu la dynamique et la qualité de l'équipe, je me dis que ce sera pas trop dur pour eux, surtout que le premier barragiste, ce sont les Nantais. Ne jamais sous-estimer la capacité d'Arsenal à décevoir quand ils sont en tête. Nouvel exemple en date, ils perdent 2-3 à domicile face à Manchester United. Ça rebalance évidemment pas tout l'équilibre du classement, ça remet pas en question la saison d'Arsenal, mais c'était un match qui était extrêmement attendu et c'est un symbole qui est typiquement Arsenal. Je crois que tous les supporters des Gunners ont l'impression d'être bloqués dans un film sans fin et de voir ce scénario se répéter. J'espère pour eux que la conclusion, ce sera tout de même une victoire de Première Ligue, question de faire une petite variante agréable. Voici les compos qui étaient alignés. Mbomo, premier buteur chez United, 8ème réalisation en PL, sans doute ma recrue offensive préférée chez eux, mais toujours côté recrue, l'entrée de Cunha a été excellente, lui aussi il a été buteur. Alors sur quoi s'est joué le match ? Ça a été un match qui a été relativement fermé. Il y a eu des tirs, mais il n'y a pas non plus 150 000 grosses occasions. Et j'ai quand même l'impression que dans la catégorie « je suis pas venu ici pour souffrir », Arsenal se pose bien, alors que United, à contrario, eux, ils sont habitués à souffrir. Ils sont habitués à ce genre de rencontres peut-être un petit peu plus verrouillées, et ils ont réussi à vraiment neutraliser le match de façon extrêmement intéressante. La faiblesse d'Arsenal s'est remontrée de façon spectaculaire. Je parle évidemment du poste de numéro 9. Gabriel Jesus nous avait fait un petit retour des fagots, mais évidemment il est revenu à son niveau
qu'on qualifiera de peu satisfaisant, et Gyökeres, bon bah c'est sympa, hein, c'est ton pote qui te prépare les boissons durant la mi-temps et qui t'encourage sur le banc, mais dès qu'il s'agit de rentrer sur les terrains de football, eh bien tu te rends compte que ça se dessine quand même comme une sacrée connerie de recrutement de la part des Gunners. Alors, les statistiques de la rencontre, il y a eu du tir, comme je disais, mais en termes de grosses occasions ou de buts attendus, c'est relativement famélique. Beaucoup de corners pour les Gunners, sans réussite, Gabriel ne peut pas toujours te sauver. Classement général où Arsenal reste en avance, mais plus que 4 points d'avance sur le poursuivant. 3 matchs de PL sans victoire, ça commence à être un sujet. Et United remonte doucement, mais sûrement. Évidemment, le top 3 semble inaccessible tant il y a de l'écart, mais finalement, la 4ème place en Angleterre, elle est importante, puisqu'elle est qualificative en Ligue des Champions. Terminé pour le journal du jour, Ligue des Champions, on parlera justement d'une équipe qualifiée dans la compétition au cours de la vidéo de cet après-midi. Toutes mes excuses, il n'y a pas eu de vidéo vendredi, finalement ça arrive, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait le coup de ne pas prévenir et d'avoir eu une vidéo absente, donc désolé pour ceux qui rafraîchissaient la chaîne YouTube en espérant voir une vidéo, je vais essayer de vous prévenir davantage à l'avenir. Kiffez bien votre journée, salut.